Zaïre, Valéry Giscard d'Estaing, les troupes françaises quitteront le Chabat une fois les otages libérés. 400 parachutistes du 2e régiment étranger largués ce matin sur Kolwezi. François Mitterrand, c'est un acte de guerre qui exige un débat et une ratification du Parlement. France-Tunisie, dernier match avant la Coupe du Monde, les premières minutes avec Bernard Père. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En ce moment même, des parachutistes français de la Légion étrangère sont en train de combattre dans la province du Chabat, au Zaïre. Donc, 400 d'entre eux ont été largués au-dessus de Kolwezi à l'heure du déjeuner, 200 autres un peu plus tard. C'est Pierre Hunt, le porte-parole de l'Élysée, qui nous l'a appris il y a 2 heures. Le Premier ministre belge lui-même, Léo Tindemans, l'avait annoncé quelques heures auparavant à l'issue du Conseil des ministres belges. M. Tindemans venait d'être informé par Paris. Il en a profité pour démentir un éventuel différend diplomatique entre la Belgique et la France, mais a confirmé que les deux pays travaillaient séparément avec le Zaïre. Et j'apprends à l'instant qu'à la demande des gouvernements français et belges, les États-Unis, à leur tour, vont acheminer à bord de 18 avions cargo du personnel français et de l'équipement militaire français et belge, tout cela donc au Zaïre, et que le Maroc, à son tour, se déclare prêt à assumer la responsabilité de l'organisation du transport et de l'acheminement de toutes les forces africaines qui auront été mises au service de l'OU. L'intervention française à Paris, cette fois-ci, a suscité quelques remous dans les milieux politiques, non pas tant sur le principe, mais plutôt sur la procédure retenue. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais je vous propose tout de suite d'écouter l'entretien que le chef de l'État a accordé il y a quelques minutes conjointement à TF1 et à Antenne 2. A décidé cette opération, dans quel contexte politique et militaire l'avez-vous fait? Cette opération a été décidée lorsqu'il est apparu que les ressortissants étrangers de la ville de Kolwezi étaient en grave danger. Et croyez bien que la situation dans cette ville est une situation extrêmement sérieuse. Il y a 3000 étrangers environ à Kolwezi, 1700 Belges, 400 Français, et environ 150 Italiens, 150 Britanniques, à peu près le même nombre de Grecs et des Européens de nationalités diverses. Et naturellement, dans notre action, nous nous préoccupons bien entendu de la sécurité de tous, et en particulier des Britanniques, des Italiens, des Grecs, comme des Français et comme des Belges. Avant-hier soir et hier soir, nous avons eu dans la nuit des informations très préoccupantes précisément sur le sort de cette population et sur sa sécurité au sens le plus précis du terme, c'est-à-dire des pillages, des violences, des risques des exécutions ou des risques de prise d'otages. Et donc c'est une opération, c'est une action ponctuelle dans la ville de Kolwezi pour y rétablir le plus rapidement possible la sécurité et permettre la protection des ressortissants étrangers qui s'y trouvent. Alors dans l'état actuel de vos informations, quelle est la situation précise après le largage des parachutistes français, aussi bien des parachutistes que des ressortissants français? Voilà. Eh bien d'abord, il faut que je vous explique pourquoi cette opération a été faite comme elle a été faite. Elle a été faite sous forme d'un lâcher de parachutistes en 2 vagues. La première vague a sauté à 3h10 cet après-midi, la seconde à 5h15. Et l'ensemble de l'unité est actuellement sur le terrain. Pourquoi cette opération de lâcher de parachutistes et pourquoi l'a-t-on réalisé le plus vite qu'il a été possible de le faire? C'est parce qu'il faut bien voir quel était le danger que faisait courir la population civile, d'une part un délai, et d'autre part l'annonce publique par les grands moyens d'information, la radio, que tout le monde écoutait, de l'imminence d'une opération. Nous risquions, dans les quelques heures qui séparent l'annonce d'une opération de sa réalisation, d'avoir soit des exécutions sommaires dans la ville de Kolwezi, soit des prises d'otages, et des prises d'otages civiles qui pouvaient être entraînées en dehors de la ville. Et donc il était nécessaire que cette opération soit la plus secrète possible, et en même temps la plus rapide possible. C'est pourquoi quand nous avons examiné ces modalités hier matin avec l'ensemble des ministres concernés, des hautes autorités militaires, nous souhaitions de l'annoncer qu'au moment où les premiers éléments arriveraient sur le terrain, de façon à ce qu'il n'y ait pas ce délai dangereux dans lequel toutes sortes d'actions ou de situations peuvent se produire. Alors il y a donc eu ces 2 lâchers de parachutistes cet après-midi. Ils se sont déployés sur le terrain et m'indiquaient à l'instant qu'ils ont pu occuper une école technique qui est au centre de la ville et dans laquelle ils ont trouvé 20 otages, et qui étaient donc détenus à l'intérieur de cette école, et à l'heure actuelle, ils progressent dans l'ensemble de la ville.
Monsieur le Président, depuis que cette opération a été engagée, certaines personnes se sont interrogées et se demandent si la France ne met pas le doigt dans un engrenage. Alors, une fois cette opération de sauvetage terminée, dans quel délai les troupes françaises quitteront-elles le Chabas? Vous savez, sur ces sujets, j'aurai l'occasion d'ailleurs d'en parler prochainement. D'une part, il y aura un débat à l'Assemblée nationale de politique étrangère où l'analyse de notre situation de politique étrangère sera faite complètement par le gouvernement, comme il doit le faire. Et d'autre part, moi-même, dans diverses circonstances, je répondrai naturellement à toutes les questions qui me seront posées sur ce sujet, car tous les éléments, naturellement, doivent être rendus publics. D'abord, il faut se souvenir que l'année dernière, quand il y avait eu une situation au Zaïre, contrairement à ce que l'on dit dans le langage courant, la France n'était pas intervenue. La France avait mis des avions de transport à la disposition d'unités militaires d'autres pays, en l'occurrence les Marocains, mais l'armée française ne s'était pas rendue sur le terrain. Alors pourquoi y est-elle cette fois-ci? C'est parce qu'il y a ce problème de sécurité. Et vous savez, j'en parle avec gravité, car lorsqu'on connaîtra la situation réelle de cette population civile, on comprendra la nécessité où nous étions, les uns et les autres, et nos amis belges comme nous, d'aller le plus rapidement possible à son secours. Mais c'est une opération ponctuelle, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'aussitôt que le sort de ces ressortissants étrangers aura pu être rétabli, réglé, bien entendu, nos unités reviendront aussitôt à leur base de départ. Voilà donc pour cet entretien que Valéry Giscard d'Estaing nous a accordé, je le répète, il y a quelques minutes à peine. Voyons maintenant ce qui se passe sur le terrain. Tôt ce matin, donc, 600 parachutistes du 2e REP sont arrivés à bord de DC-8 et de Transal sur l'aéroport de Kinshasa. Et en fin de matinée, 400 d'entre eux, donc, embarqués cette fois-ci vers Kolwezi, à bord d'appareils C-130 zaïrois et de Transal français. Ces 400 parachutistes de la Légion ont été, le président l'a confirmé, donc largués en début d'après-midi sur la ville même de Kolwezi. Alors je crois que nous sommes en ligne maintenant avec notre envoyé spécial à Kolwezi, à Kinshasa plutôt, Patrick Clément. Patrick? Plus de 400 parachutistes, des parachutistes de la Légion étrangère, ont été largués il y a à peine quelques heures maintenant par les Transal de l'armée française en plein centre de Kolwezi, là où les rebelles sont les plus forts, là où les rebelles sont les plus armés. Les parachutistes français ont été largués en 2 vagues d'assauts successives couverts par les mirages de l'armée zaïroise. Dans un deuxième temps, les avions français Transal leur ont envoyé 10 tonnes de matériel et 10 tonnes de munitions. À l'heure actuelle, les combats font rage, sont très forts à l'intérieur de Kolwezi. Les para-français doivent prendre maison par maison. C'est la seule solution qu'ils ont. Ce sera difficile, m'ont-ils dit, juste avant de partir, lorsque je les ai vus à l'aéroport de Kinshasa. Le but de cette opération est donc sauver les Blancs qui sont prisonniers à l'intérieur de la ville. Éviter à tout prix que ces hommes, ces femmes, soient massacrés purement et simplement par les troupes rebelles que l'on appelle ici les gendarmes katangais. C'est la mission que se sont fixés les paras de l'armée française. Ils m'ont dit juste avant de partir que de toute façon, dès que cette mission serait exécutée, ils réintégreraient Kinshasa et la France immédiatement. Alors les nouvelles de là-bas sont encore très contradictoires. Certaines informations nous indiquent que la ville de Muchacha, principale ville du Chabas avec Kolwezi, est encore contrôlée par les rebelles. D'autres nous indiquent que le chef de ces insurgés aurait lancé un ordre de retrait de ses troupes, mais retrait sanglant. Il faut, a-t-il dit, massacrer tous les Blancs et rentrer en Angola par la Zambie. Là, c'est la radio nationale zaïroise qu'il dit, radio donc contrôlée par le président Mobutu. Ce qui est sûr, et les images sont là pour en témoigner, c'est que l'aéroport de Kolwezi a bien été repris par les gouvernementaux. Au moment où le général Mobutu visitait l'aéroport de Kolwezi hier, à quelques kilomètres de là, 3000 ressortissants étrangers, dont 400 Français, étaient les otages des ex-gendarmes katangais. Ce soir, c'est le blackout total sur ce qui se passe réellement dans cette petite ville minière du Chabas. On sait que des paras-français ont été largués au-dessus de Kolwezi, qu'ils ont déjà réussi à libérer une vingtaine d'otages, mais ce sont pratiquement les seules informations dont nous disposons actuellement. Il y a quelques instants, selon la radio nationale zaïroise, le général Mumba, l'un des dirigeants du Front de libération nationale du Congo, aurait lancé un appel aux rebelles de Kolwezi. Il leur demande de détruire les installations de la société Gécamine, de massacrer tous les Blancs et de rentrer en Angola par la Zambie. C'est cette menace qui a décidé le gouvernement français, en accord avec les autorités de Kinshasa, de procéder au largage des paras-français à Kolwezi. L'opération de sauvetage a donc lieu en ce moment même. Les combats seraient acharnés entre paras-français et rebelles katangais, mais il faudra sans doute attendre demain matin pour connaître le sort des otages et apprécier la tournure que vont prendre les opérations au Chabas.
Alors essayons maintenant de comprendre la manière dont vont travailler les Français et pourquoi ils le font. Première question, Paul Naon, vu les conditions assez difficiles de cette guérilla, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'un bain de sang, aussi bien d'ailleurs pour les ressortissants français civils que militaires? Oui, le grand problème de cette opération menée conjointement par les Français et les Belges, c'est effectivement le problème des otages. Comment intervenir pour éviter le bain de sang? Je vous rappelle qu'il y a environ 3000 Européens dans cette région du Zaïre, dans la ville de Kolwezi, dont 300 Français. Cette opération militaire française pose quand même 3 problèmes importants. Premièrement, on vient d'en parler assez largement, le problème des otages. Il faut bien sûr empêcher les rebelles de s'enfuir dans la brousse en emmenant avec eux des Français ou des Belges. Deuxième problème important, comment, pour les militaires français, localiser dans la ville de Kolwezi les rebelles? Enfin, troisième problème, le rapatriement des Européens sur Kinshasa. Il ne faut pas oublier que toute cette opération se déroule à 11 000 km de l'Europe. Enfin, il est très probable qu'avant de larguer les parafrançais sur Kolwezi, tout à l'heure, l'armée zaïroise, équipée d'environ 15 avions Mirage, ait préparé le terrain. Théoriquement, le plan d'attaque en ce moment est le suivant. Ce sont les para-belges qui doivent prendre position, qui ont pris position sur l'aérodrome de Kolwezi et s'occupent du rapatriement des Européens. Les para-français, eux, doivent neutraliser dans Kolwezi, dans sa région, les rebelles. Alors là, sur le plan diplomatique maintenant, après un temps d'attente, il semble que tout le monde semble se précipiter au secours du président Mobutu. Oui, c'est ce qui se passe en ce moment. Et en fait, quelles sont les retombées politiques de cette affaire qui, selon la France et la Belgique, il faut le répéter, ne comporte pour l'instant qu'un but humanitaire? En fait, il faut savoir que les Européens, les Américains ont décidé d'intervenir au Zaïre car ce pays constitue la pièce maîtresse du dispositif occidental en Afrique en face de la percée soviétique dans ce continent. De plus, la région dans laquelle se déroulent en ce moment même les combats, le Chaba, est la région qui renferme 50% des ressources minières de l'Afrique, du cobalt, du cuivre, du pétrole et bien sûr de l'uranium. Cette opération, menée pratiquement à l'échelle mondiale, intervient aussi à quelques jours du grand sommet qui doit réunir à Paris les chefs d'État africains et à quelques jours aussi de la session extraordinaire de l'ONU sur le désarmement. Enfin, c'est important aussi, l'autorité du président zaïrois, général Mobutu, sortira considérablement diminuée, amoindrie de cette opération. C'est la deuxième intervention étrangère en un an. Le général Mobutu a toujours dénoncé, vous le savez, une présence de militaires cubains dans son pays, une présence qui n'est absolument pas prouvée encore aujourd'hui, même ce soir. Alors je vous le disais en commençant ce journal, ce n'est pas le genre d'opération qui laisse indifférent les milieux politiques. Dès hier soir, dès que les premières rumeurs avaient filtré, communistes et socialistes avaient posé un certain nombre de questions au gouvernement. Et Yvon Bourges, le ministre de la Défense, était venu répondre aux députés dans la nuit. Ce matin, Robert Ballanger a écrit au Premier ministre pour lui faire part de son désaccord. Il n'est pas acceptable que la France soit engagée dans de telles opérations sans consultation préalable du Parlement français, a-t-il dit. Et le président du groupe communiste en profitait pour décliner l'invitation que lui avait faite Raymond Barre, un déjeuner lundi prochain au Quai d'Orsay à l'occasion de la 5e conférence franco-africaine. François Mitterrand, lui aussi, a exprimé son désaccord avec la procédure. Les accords de coopération avec le Zaïre ont bien été votés par le Sénat, dit-il, mais pas par l'Assemblée. Ils ne sont donc pas valables. Je tiens d'abord à faire observer qu'il n'y a pas d'accord de traité d'assistance technique militaire entre la France et le Zaïre. Il n'y a donc pas de base diplomatique internationale de contrat entre nos deux pays. Deuxièmement, s'il y avait un traité d'assistance technique militaire, comme il y en a entre la France et d'autres pays, par exemple le Tchad, il est certain que cet accord ne prévoirait pas l'intervention de la France dans les affaires intérieures du Zaïre, ne serait pas d'arbitrer entre les factions et les groupes qui s'opposent pour la conquête du pouvoir au Zaïre. Est-il prouvé qu'il s'agit aujourd'hui d'une intervention extérieure au Zaïre parmi ceux qu'on appelle les rebelles? Bref, y a-t-il des troupes cubaines, comme l'on dit, ou de tout autre pays, mêlées à la rébellion contre le pouvoir central au Zaïre? Cela n'est pas prouvé. D'ailleurs, cela n'a pas été dit par le ministre de la Défense qui s'est exprimé hier soir à l'Assemblée nationale. Alors, de quoi s'agit-il? S'il s'agit de la protection de nos ressortissants, puisqu'il y a plusieurs centaines de Français au Zaïre, alors une démarche est nécessaire. Mais est-ce le meilleur moyen que d'envoyer des soldats, des troupes aéroportées? N'y avait-il pas moyen de saisir les assemblées internationales, les instances internationales qui ont qualité et capacité pour assurer ce type
de protection, comme on le fait aujourd'hui, par exemple, au Liban. Si à toutes ces questions il n'est pas répondu clairement, cela veut dire que la France vient de s'engager dans une action internationale qui s'appelle un acte de guerre. Alors, l'affaire prend de grandes dimensions. Et le gouvernement a été tenu par l'article 35 de la Constitution de saisir préalablement le Parlement. C'est d'ailleurs ce qu'a fait observer le président de la Commission des Affaires étrangères, M. Couve de Murville. Voilà le point de la réflexion du Parti socialiste sur cette affaire grave qui devra connaître la semaine prochaine des développements au Parlement lui-même. En effet, François Mitterrand a redemandé donc qu'un débat soit organisé à l'Assemblée dès la semaine prochaine. Du côté de la majorité, Jacques Blanc, le secrétaire général du PR, approuve l'idée d'un grand débat à l'Assemblée, mais estime que la priorité des priorités, c'est d'abord de protéger la vie des ressortissants français. Et Michel Debré, lui, juge tout à fait normal que le gouvernement vienne en aide aux Français. Enfin, dernière réaction, celle du président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée, le gaulliste Maurice Couve de Murville. Il est difficile de condamner une opération, même une opération militaire, dès lors qu'elle a pour objet, et pour objet unique, de sauvegarder la vie et le sort d'un certain nombre de Français, et même d'un certain nombre de personnes, parce qu'il n'y a pas que des Français qui soient à Kolwezi menacés par ces bandes qui ont fait irruption. Si telle est la situation, et je pense que telle est la situation en effet, si vraiment ces gens-là, c'est-à-dire nos compatriotes et nos amis, sont menacés dans leur vie et dans leur sécurité, alors je pense qu'il n'est pas critiquable qu'une opération militaire soit déclenchée qui ait cet objectif en vue et cet objectif exclusivement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une consultation du Parlement aurait été nécessaire? Ceci n'est certainement pas possible dans la situation actuelle, compte tenu de l'urgence. Et je crois qu'il ne fallait pas le faire avant, parce que s'il y avait eu un débat, si on avait parlé publiquement pendant 2 ou 3 jours de cette affaire, ça aurait pu être une menace grave pour nos compatriotes qui sont là-bas. C'est-à-dire qu'ils auraient pu être massacrés en prévision d'une éventuelle opération de sauvegarde. Du point de vue... Alors, ceci étant, naturellement, le Parlement qui contrôle le gouvernement et devant lequel le gouvernement est responsable, a le droit de se saisir de cette affaire en demandant un débat au gouvernement, et si le Parlement n'est pas d'accord, il peut toujours voter une motion de censure. À l'étranger, l'ambassade de l'Angola à Bruxelles a été attaquée par une bande de jeunes gens, il y a eu un début d'incendie, et puis le Zaïre a décidé de rappeler son ambassadeur à Moscou. Enfin, Léopold Senghor, qui est toujours en visite officielle en France à la veille de la conférence franco-africaine, a exprimé tout à l'heure son sentiment à l'occasion d'une réunion de presse. J'ai toujours approuvé les interventions françaises quand ces interventions françaises émanaient d'amis de la France, liés par la France, par des accords. J'ai toujours approuvé l'intervention de la France pour défendre ses amis africains agressés de l'extérieur. Car vous savez qu'avant 1975, de 1960 à 1975, aucun État extérieur à l'Afrique n'était intervenu en Afrique, n'est-ce pas, pour soit faire triompher un parti, soit pour faire crouler un régime. Comme vous le savez, les troupes européennes, belges et françaises sont intervenues au Chaba dans le cadre de missions limitées pour protéger des citoyens belges et français. C'est une chose. D'autre part, le président Bongo, président de l'Organisation de l'Unité africaine, a lancé un appel aux autres États africains pour répondre aux demandes du président de la République du Zaïre, demande tendant à obtenir une aide pour résister à une agression venue de l'extérieur. Et je ne vous ferai pas un dessin armé par l'extérieur. Dans ces conditions, j'ai téléphoné au Premier ministre du Sénégal en lui demandant d'examiner la demande dans le cadre de la législation et de la réglementation sénégalaise
Et il a décidé d'envoyer un officier sénégalais se renseigner sur place sur la nature et les demandes des besoins du gouvernement du Zaïre. Et durant cette conférence, M. Senghor s'est aussi félicité de la coopération qui existe entre la France et le Sénégal. Voilà donc pour la cascade des réactions qui se sont succédées toute la journée. Et je vous propose maintenant deux documents assez forts qui vont mieux nous permettre de comprendre ce qui se passe au Chabat. Dans les deux cas, il s'agit d'un retour en arrière et non d'une quelconque illustration des événements de la journée. Voilà 14 ans, une situation semblable s'est déroulée au Katanga. 1800 Européens et 300 Américains étaient enfermés par les rebelles katangais à Stanleyville. Comme aujourd'hui, il fallait intervenir. Ce sont les Belges qui se sont décidés et ce fut l'opération Dragon Rouge. 24 novembre 1964. Ce C-130 américain qui se pose sur l'aéroport de Stanleyville dans la province du Katanga transporte des parachutistes belges. Il est 5h30 du matin. Une demi-heure plus tôt, 320 paracommandos belges ont déjà sauté sur Stanleyville, marquant le début de cette opération Dragon Rouge destinée à libérer les Européens retenus dans la ville par des rebelles Simba. Simultanément, une unité de l'armée congolaise, la 5e brigade mécanisée, à laquelle se sont joints des mercenaires français et belges, entre dans Stanleyville. Après de courts combats, elle délivre les otages retenus dans un hôtel de la ville. Une opération d'une précision et d'une efficacité remarquables, appuyée, ironie de l'histoire, par des avions aux commandes desquels on trouve des mercenaires cubains anticastristes. En moins de 48 heures, la presque totalité des Européens retenus dans la région sont libérés et évacués, donnant lieu à des scènes d'une émotion à la mesure de l'angoisse vécue par les otages. Bilan de l'opération, 31 otages et 3 commandos belges tués, 1600 personnes évacuées. Alors, comment comprendre qu'après un tel drame, on trouve encore en 1978 quelques 3000 Européens dans cette région? L'explication est simple, le Chabat, qui en 1964 s'appelait précisément le Katanga, est l'un des premiers producteurs de minerais du monde. On y extrait le 6e de la production mondiale du cuivre. Cette province, grande comme la France, est donc un enjeu économique de premier plan. Des accords de coopération technique lient la principale société minière, la Gécamine, à la Belgique. C'est dans le cadre de ces accords de coopération que sont employés les Européens. Enfin, la remontée très sensible des cours du cuivre sur les marchés internationaux ces derniers mois n'est sans doute pas étrangère au nouvel accès de fièvre que connaît aujourd'hui le Chabat. Document extrait d'une émission qui nous a tous passionnés, 5 colonnes à la une. Ce fut aussi l'époque des volontaires étrangers, ces hommes qui combattaient aux côtés des Katangais contre les gouvernementaux. Gérard Sebag a pu retrouver l'un d'entre eux, Jacques Duchemin, ancien sous-secrétaire d'État à la guerre dans le gouvernement de Moïse Tshombe en 61. Jacques Duchemin qui nous a donc fourni d'intéressantes indications sur les mentalités des uns et des autres. Et alors quels sont, à votre avis, ces gendarmes katangais aujourd'hui? Est-ce que ce sont encore les hommes que vous avez commandés il y a 18 ans? Il peut y en avoir quelques-uns. Il peut y en avoir quelques-uns parmi les cadres, mais ce sont surtout, je crois, des fils de ces réfugiés. Parce qu'au moment de l'effondrement du Katanga, la plupart de ces gendarmes, pour fuir les persécutions du gouvernement central du Zaïre, se sont réfugiés avec toute leur famille dans les pays voisins, principalement en Angola et en Zambie. Et actuellement, ils peuvent souhaiter retourner chez eux, retrouver leur famille, leurs cousins, leurs parents, leurs terres d'autrefois, surtout s'ils y sont poussés. Et on peut imaginer que dans le cadre d'une déstabilisation de l'Afrique, actuellement, on les pousse comme une sorte de cheval de Troie ou de bélier, si vous voulez, pour reprendre la possession de cette zone d'une richesse immense qu'est le Chabat, l'ex-Katanga. Et vous pensez qu'ils ont une chance d'y réussir? Ils ont une chance au moins de réussir à déstabiliser le régime actuel du Zaïre,
Et il y a eu dans le passé un certain nombre de scènes de pillage, de viol, d'exactions. Est-ce que vous pensez que ça peut recommencer à nouveau? Oui, bien sûr. Bien sûr, ça peut recommencer. Vous savez, les combattants Lunda se basent toujours sur la sorcellerie. Ils imaginent, leur chef leur dit au départ qu'ils ne peuvent pas mourir, que les balles se transforment en eau, et il n'y a rien de rationnel dans leur comportement. Les réactions de ces troupes sont extrêmement imprévisibles. Généralement, ils combattent dans un état second, drogués par du chanvre, et on ne peut pas du tout considérer que pour sauver leur propre vie, voyant même leur situation perdue, ils épargnent les otages. Voilà donc ce soir tout ce que nous pouvons dire ce soir à donc 22h25 sur ce gros dossier de l'intervention militaire française au Zaïre. J'ajoute cette information que j'apprends à l'instant et qui évidemment est à saisir avec toute réserve. 44 cadavres d'Européens ont été découverts à Kolwezi. C'est l'agence Zaïre Press, donc une agence favorable au président Mobutu qui l'annonce. À tout moment, bien sûr, si nous en savons davantage, nous interrompons le cours normal de ce journal. Le reste de l'actualité à l'étranger, eh bien, ce sont d'abord les retombées du procès Orlov, condamné, je vous le rappelle, à 7 ans de goulag. Les commentaires du monde entier sont indignés. Jimmy Carter, James Callaghan, les parlements américains, canadiens, allemands, le Parti communiste français et même le Quai d'Orsay. Réaction plus spectaculaire parce que très inhabituelle, le ministère français des Affaires étrangères a exprimé sa désapprobation devant cette condamnation. Pour Paris, celle-ci est en condamnation en contradiction avec les accords d'Helsinki et avec l'accord franco-soviétique sur la détente internationale. Et puis à Rome, la police italienne aurait identifié l'assassin d'Aldo Moro et aurait retrouvé la machine à écrire qui lui a servi et qui a servi aux Brigades Rouges pour taper les messages des terroristes. Tout cela à la suite de la découverte de 2 repères des Brigades Rouges à Rome. En France maintenant, avant de parler politique, je crois qu'il n'est pas mauvais de rappeler les nouveaux tarifs du téléphone et des services annexes, tarifs en vigueur depuis le début de la semaine. Vous êtes nombreux en effet à nous les avoir demandés. Pierre-Marie Thiaville. Ces augmentations avaient été annoncées dès le 30 avril. Voici donc le détail de la première tranche qui concerne le service intérieur, c'est-à-dire la France métropolitaine et les départements d'outre-mer. Les télégrammes coûteront désormais une taxe fixe de 5 francs plus 50 centimes par mot. Comme le minimum est de 10 mots, il n'y aura donc plus de petits bleus à moins de 10 francs. Sauf dans un cas, lorsqu'on les dépose à l'avance, au moins l'avant-veille de la distribution, seulement 30 centimes le mot. Le téléphone, on le savait déjà, la taxe de base, c'est-à-dire l'appel simple, passe à 47 centimes et l'abonnement à 47 francs par mois. Si vous n'êtes pas abonné, ce sera moins cher et les cabines publiques continueront à fonctionner avec 2 pièces jaunes de 20 centimes. L'influence des ordinateurs dans la vie quotidienne. Voilà un beau thème de réflexion qui jusqu'alors ne servait que de sujet de thèse. Eh bien, à la demande du président de la République, Simon Nora, ancien directeur de cabinet de M. Chaban-Delmas, vient de rédiger un rapport avec donc des implications concrètes possibles. Peut-on maîtriser l'ordinateur? Celui-ci sera utilisable par tout le monde. Eh bien, voilà les grandes têtes de chapitre qu'aborde Simon Nora. Ce rapport publié par la documentation française nous éclaire sur le rôle que va jouer dans notre vie quotidienne l'ordinateur. À la fin du siècle, peut-être l'ordinateur aura remplacé le facteur qui distribue notre courrier, le guichetier de banque qui délivre de l'argent. Dans l'enseignement, la santé, les administrations diverses, l'ordinateur va prendre une place de plus en plus grande. La France doit entrer dans l'ère de l'ordinateur comme elle est entrée dans celle de l'industrie, mais il y a un risque à maîtriser. L'ordinateur remplacera l'homme, il y aura moins d'emplois créés. Ce tournant est de nature à poser des problèmes à l'emploi, mais il est également de nature à donner des chances à l'emploi. Et je voudrais m'expliquer. Au fond, aujourd'hui, qu'est-ce qui entrave la création d'emplois? En partie, la faiblesse de la demande dans un certain nombre de secteurs traditionnels, mais aussi et surtout l'impossibilité de laisser se développer ou de financer activement une série d'autres demandes virtuelles de santé, d'éducation, de services collectifs. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être plus actif dans ce domaine? Parce que nous sommes sous le coup d'une contrainte qui est celle du commerce extérieur. Or, si la productivité nouvelle acquise du fait de l'ordinateur et des télécommunications permet, ou est un élément qui permet de redresser le commerce extérieur, cette contrainte sera levée et permettra de mener une politique de développement infiniment plus active et qui, à son tour, sera créatrice d'emplois.
Donc je ne crois pas du tout qu'il faille adopter à l'égard de cette opportunité informatique une attitude malthusienne. 31 députés RPR à l'Élysée, ce sont les nouveaux élus gaullistes à l'Assemblée. Valéry Giscard d'Estaing les a reçus à déjeuner, comme il l'avait fait la semaine dernière pour ceux de l'UDF. La controverse au sein du PC, le retard de notre parti à se mettre à jour ne saurait accroître sans graves dommages. Voilà ce que déclarent plus de 300 communistes, dont on retrouve les noms dans Le Monde cet après-midi. Vive critique de François Mitterrand ce matin à l'Assemblée contre l'augmentation du SMIC, augmentation tout à fait insuffisante, a-t-il dit. Elle sera complètement absorbée par la hausse des prix. Et puis veille d'élection à Saint-Malo. Pour la 6e fois en 18 mois, une fois tous les trimestres, les Malouins vont être appelés à se rendre aux urnes pour se choisir un maire. La situation politique là-bas n'est pas des plus claires et ce n'est pas le nombre des listes en présence qui va la clarifier. 5 en tout. Une autonomiste, 2 pour la majorité, 2 pour l'opposition. Aux dernières élections, la majorité était déjà divisée, mais l'opposition était-elle unie? Claude Sérillon. Pour cette résidence prestigieuse, depuis près de 3 ans, on se combat et s'entre-déchire avec constance. Pour siéger en la mairie de Saint-Malo, ils sont cette fois 165 répartis sur 5 listes, à briguer les suffrages des quelques 31 600 électeurs malouins, intra ou extramuros. Côté tribord, aucun parrainage partisan, pour l'un, une image libérale et le refus de toute politique. Utiliser notre ville comme la politique le fait dans l'ensemble du pays. C'est encore une raison de notre présence ici. Mais en revanche, un amour du pays maintes fois répété. Pour l'autre, des arguments plus combatifs que d'aucuns rejettent avec vivacité à droite. L'an dernier, cependant, cette liste échoua de 98 voix seulement. Ne nous intéresse pas. Personnellement, vous savez parfaitement que je suis un peu comme les Anglais. Je n'ai aucun album photographique chez moi parce que tout ce qui est passé ne m'intéresse plus. Un accord de désistement entre ces deux premières listes existe bien cette fois. Côté Babor, pas d'entente. Les communistes sont seuls, ils n'ont pas obtenu des socialistes l'union souhaitée. Pour vous se pose toujours le problème de savoir si vous conservez votre emploi au début, aussitôt après les vacances. Je vous remercie de vous avoir écouté quelques secondes. Tranquillement, Louis Chopier, 47 ans, agriculteur, a refusé en effet de retrouver l'ancien rapport de force avec le Parti communiste. Il est le maire sortant et c'est sans doute un atout. Mais élu en 1977 grâce à la désunion de ses adversaires, il n'a pas cette année pour le second tour les mêmes espérances. Les socialistes néanmoins restent discrets sur leur rupture avec leurs anciens alliés communistes au conseil municipal. Enfin, les Bretons de l'UDB se font entendre mais sans pouvoir espérer une place de conseiller telle qu'ils l'occupaient l'an passé au sein de la gauche unie. Devant ce surplus électoral, bien loin d'être un test national, Saint-Malo s'ennuie et se lasse, au risque de s'abstenir. Les yeux bleus sous une frange rousse, elle avait frôlé l'an dernier à Cannes le prix d'interprétation pour La Dentelière, un très beau film de Claude Goretta. Eh bien, Isabelle Huppert est revenue à Cannes aujourd'hui sous les traits de Violette Nozière dans le film de Claude Chabrol. Et c'est peut-être cette année-ci que la jeune comédienne remportera la palme. Nous allons aller tout de suite à Cannes. Enfin, j'espère le plus vite possible, en tout cas. Retrouver Isabelle Huppert. Elle empoisonna ses parents, la méchante Violette Nozière. Sans pitié pour leur misère, elle commit ce crime effrayant. L'année dernière, favorite un bout de temps pendant le festival pour la Palme d'Or d'interprétation, Isabelle Huppert repart cette année avec Violette Nozière. Pourtant, elle n'aime guère les manifestations cinématographiques. J'aime pas y rester trop longtemps, je me sens à la fois bien et mal. Dans ces moments-là, j'aimerais bien être coupée en deux, qu'il y ait une partie de moi-même qui soit, et puis l'autre qui soit très très loin, puis qui regarde tout ça se passer. Parce que c'est des périodes comme ça, on est un peu sollicité, on est un peu mis sur le devant de la scène, et puis il faut jouer son propre rôle tout d'un coup. Et moi finalement j'aime bien jouer des rôles, mais mon propre rôle, j'aime pas tellement qu'il soit rendu public. Des moments extraordinaires, c'est une nouvelle affaire Dreyfus. La moitié de la France est de votre côté. Des demandes en mariage.
Cet homme qui veut se suicider pour vous, hein? Et ce groupe de poètes qui vous encense. Tout ce que je veux, c'est que maman me pardonne. Bah, je sais pas, j'aurais choisi autre chose à ce moment-là que d'être justement. Si je suis comédienne, c'est pour... j'endosse des costumes comme ça, qui me cachent. Bon, le squelette, c'est moi, mais personne le voit. Admettons que quand tu as buté ton vieux, ça t'est rien fait. Mais quand on va te couper la tête, ça va quand même te faire quelque chose. On ne me coupera pas la tête. Il semble que vous avez joué la Dentelière, vous jouez Violette Nozière, vous aimiez les personnages un peu opaques, un peu inexpliqués, même je dirais presque un peu inexplicables. C'est vrai, mais j'aime bien ces personnages comme ça qui sont pas vraiment entrés dans la réalité, qui sont un peu comme ça à la frontière entre l'adolescence et l'âge adulte, et qui sont très introvertis et très tournés sur eux-mêmes et qui vivent un peu dans l'imaginaire comme ça. Je suis assez attirée par ce genre de personnages et c'est vrai que ça c'est un peu un dénominateur commun qu'il y a entre la Dentelière et Violette Nozière. C'est des personnages qui n'ont pas vraiment de relation avec le monde extérieur, qui voient les choses dans leurs rêves et dans leurs fantasmes. Et vous, il y a un dénominateur commun entre vous et ces personnages? Il y a moi, oui. Vous me dégoûtez. Vous êtes tous des salauds. Vous êtes pitoyables. Je vous maudis tous autant que vous êtes. Garde, emmenez la condamnée. Ne touchez pas! Samedi et demi sera diffusé demain en direct de Cannes. Autour de Jean-Claude Mangeot et de Gilles Jacob, le délégué général du festival, se retrouveront entre autres invités Mélina Morcoury, Jules Dassin, Louis Malle et Claude Chabrol. Venu de Californie il y a 2 ans, le skateboard, la fameuse planche à roulettes, fait aujourd'hui fureur chez nous. Mais nous sommes loin encore d'atteindre les 20 à 30 millions de skates américains. C'est un nouveau sport qui prend ses lettres de noblesse avec l'ouverture demain à Paris du premier skatepark européen. Ils sont 1 million de skateboarders. Aujourd'hui, à proximité des abattoirs de la Villette, ils ont leur premier skatepark. 6500 mètres carrés et 4 pistes de vitesse. 1 million contaminés par un étrange virus. 1 million que l'on peut voir surgir de n'importe où, d'un trottoir ou d'une chaussée, et qui ont fait de l'asphalte et du béton leur royaume. Les premiers skateboarders étaient des surfeurs qui n'avaient plus de vagues, donc ils ont trouvé le moyen de mettre des roulettes sous une planche et puis d'essayer de reproduire un peu le phénomène. Et d'autre part, à Paris, ce qu'on peut remarquer, c'est que vous avez beaucoup de skieurs qui, ne pouvant toujours aller à la montagne, pratiquent le skateboard comme dérivatif ou comme quelque chose de relativement similaire. Une bonne affaire pour ceux qui ont senti le vent venir. Il faut reconnaître que ce marché du skateboard est une révélation exceptionnelle. Et en ce qui me concerne, moi, au bout d'un certain temps de vie professionnelle, de vie industrielle, je n'ai jamais rencontré ce boom au cours de ma vie professionnelle. Vous fabriquez combien de planches par jour? Actuellement, nous sortons 2000 planches par jour, réparties sur 7 modèles. Ajoutons à cela la parfaite panoplie obligatoire du skateboarder, pouvant aller de 700 francs à 1500 francs planches comprises, et un droit d'entrée sur ces pistes de 7,50 francs pour 1h30. Alors, parqué dans ces enceintes sophistiquées, avec bien entendu plus de sécurité, le skate risque néanmoins de devenir qu'un sport de haute compétition. Déjà, les meilleurs skateboarders européens s'entraînent ici. Objectif, les Jeux Olympiques de Moscou. Football maintenant, André Rell, le gardien de but de Metz, n'ira pas en Argentine. Il sera remplacé par le Strasbourgeois Dominique Dropsy.
Et puis, dans quelques minutes, à Lille, ultime préparation avant l'envol mercredi prochain pour l'Argentine, ultime préparation de l'équipe de France tricolore. Vous le voyez derrière moi, le match n'a pas encore commencé. France-Tunisie, les deux équipes sont qualifiées pour le mondial et Bernard Père nous en donnera le résultat dans notre dernier journal. Début demain de l'opération Vérité Vacances Bretagne, organisée par les syndicats d'initiative de Bretagne Nord, sur simple appel téléphonique au numéro que vous allez découvrir. Pour les Côtes du Nord, donc le 16 96 35 21 15, et pour le Finistère Nord, le 16 98 44 76 94. Eh bien, sur simple appel téléphonique, vous aurez tous les renseignements sur l'état des plages et les possibilités de réservation pour les vacances. Et puis, Antenne 2, de son côté, en collaboration avec le ministère du Tourisme, commencera à partir de la semaine prochaine un petit point sur la situation des plages bretonnes à l'occasion d'une opération qui est donc une opération Vérité, diffusée donc dans l'émission de Noël Mamère, C'est la vie, de 18h40 à 18h50 à partir du 22 mai, c'est-à-dire de lundi et jusqu'à vendredi. Les prévisions de la météo maintenant, avec tout d'abord la carte des températures de ce vendredi. Vous avez constaté un temps assez maussade et des températures en baisse. Eh bien demain, le temps sera encore pluvieux sur le bassin parisien, le centre et le nord-est. Il s'améliorera progressivement et des éclaircies apparaîtront notamment sur la Bretagne et la Normandie. Ailleurs, de belles périodes ensoleillées, mais des passages nuageux qui pourront encore donner quelques averses éparses. Dimanche, vous allez le voir, dimanche, eh bien, une amélioration se confirmera sur tout le pays. Le risque d'ondées isolées ne subsistera que sur les régions du nord-est. Température en hausse donc pour dimanche. Patrick Lecoq vous présentera la dernière édition du journal aux environs de 23 h. N'oubliez pas demain donc samedi et demi en direct de Cannes, le point sur le festival après 4 jours. Voilà, ainsi s'achève cette riche actualité de ce 19 mai 78. Je voudrais quand même vous confirmer la nouvelle que je vais vous donner tout à l'heure. Les 44 Européens qui ont été découverts donc par les soldats katangais, car les soldats zaïrois, ont été fusillés ce matin par les ex-gendarmes katangais et les parachutistes français ont découvert donc ce soir leur corps à Kolwezi. Voilà, donc d'autres informations dans le journal de Patrick Lecoq à 23 h. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, je vous remercie de votre attention. Bonsoir à tous, à lundi.